Super. 5 minutes avant la fin, puisque vous serez dans l'élan de votre conférence, je vous ferai ce signe-là. Comme ça, vous D'accord. n'êtes pas trop tard. Ok. Génial. Puis ensuite, je passe à une conférence. Bonjour à Parfait. tous. Je suis Sofiane Lesprince, associée senior chez Studios, et je vais prendre la parole quelques minutes avant de la passer à Sophie Athanas qui a dirigé le projet de Google. On est particulièrement heureux de pouvoir vous présenter ce projet, non seulement parce que c'est l'aboutissement d'une longue collaboration avec Google à travers le monde, mais surtout parce que je constate que quand nous rénovons un patrimoine avec l'utilisateur final, on arrive vraiment à pousser les curseurs beaucoup plus loin en termes de responsabilité RSE. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter très rapidement l'agence. Tu peux y aller. Studios est une agence franco-américaine qui a été fondée il y a plus de 40 ans à San Francisco en tant que collectif. Paris a été créé il y a un peu plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on est 5 agences et une véritable plateforme d'intelligence collective sur laquelle s'appuyer. Alors, les origines de l'agence, en fait, San Francisco a démarré avec les débuts de la Silicon Valley et les pionniers de la tech. Et donc, c'est avec eux que nous avons vraiment grandi et forgé notre ADN autour de la collaboration, de l'agilité. Et surtout, on a œuvré avec eux pour imaginer en permanence le futur. Et cet ADN, aujourd'hui, on l'applique évidemment à tout type de projet. Nous ne travaillons pas qu'avec la tech, même si c'est assez régulier. Donc, en effet, cet état d'esprit de recherche est quelque chose qui est propre à l'agence et qui fait vraiment partie de notre ADN. Donc, on a des comités en interne de recherche autour des grands enjeux d'aujourd'hui. Donc, c'est pas que l'écologie, mais aussi la technologie, l'usage et la société, comment tout cela s'imbrique. En termes d'engagement, nous sommes évidemment pas uniquement engagés sur les projets que nous réalisons en tant qu'architectes, mais également en interne sur comment on opère. Comme on dit en anglais, we practice what we preach. Donc, à titre d'exemple, on a été parmi les premiers signataires du AIA Challenge 2030, qui a pour objectif la neutralité carbone. On participe à toutes les organisations qui cherchent à faire bouger le secteur. On mesure notre empreinte carbone avec la start-up française Greenly et nous avons lancé le processus pour arriver à se faire certifier B Corp, qui n'est pas une mince affaire. En termes de projet, on a bien évidemment toute l'expertise sur les labels, mais je dirais que le travail, c'est vraiment la collaboration, l'écoute et la co-création avec nos clients et partenaires pour aller chercher des solutions sensées au-delà des certifications. Dernier point sur l'agence, c'est que depuis 20 ans, en fait, on pratique l'architecture à vraiment toutes les échelles. Ça passe également par l'architecture intérieure parce que ça a un fort impact sur l'utilisateur, sur son bien-être. Et ça aussi, c'est notre responsabilité. On collabore avec d'autres agences et notamment, ça fait 20 ans qu'on travaille avec Gary Partners sur leurs projets en France. Et en termes d'architecture, ça fait 20 ans, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on s'est vraiment focalisé et engagé sur la rénovation. Ça fait encore plus partie des enjeux d'aujourd'hui et c'est le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc ça m'amène au projet de Google. Non, ça ne marche plus le curseur. Non. Bon, le curseur ne marche plus. C'est pas grave. Donc ça nous amène au projet de Google. Donc ça, c'est une restructuration de 3 bâtiments au cœur du 9e arrondissement. C'est un projet qui a vraiment poussé les curseurs en termes de conception environnementale, en termes de revalorisation des matériaux et en termes d'adaptabilité à long terme. Donc on a eu la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui nous a suivis dans nos convictions et dans nos ambitions. Pour vraiment transformer ce projet. Il est LEED Platinum, mais surtout, il répond également à tous les objectifs du plan Paris Climat 2050. Sachant que ce projet a été conçu en 2019, on l'a passé au crible du nouveau PLUB et on y est presque à quelques détails près. Qui est arrivé. Et pardon, il a été inauguré en février par le CEO monde de Google, donc Sundar Pichai avec des ministres et des élus. C'était une grande journée et c'est un projet qui a été salué par la ville pour ce que ça a réussi sur de la couture urbaine. Donc je vais passer la parole à Sophie qui va vous raconter tout ça dans beaucoup plus de détails.
Bien. Merci Sophie. Merci à toutes et à tous d'être ici et de nous écouter. Alors, effectivement, nous avons choisi de vous présenter ce projet parce qu'en fait, on a choisi avec le client vraiment de s'orienter vers un projet exemplaire et qui visait vraiment une réduction de l'impact carbone. Alors, nous avons axé notre présentation sur 5 chapitres. D'une part, décarboner un bâtiment, c'est quoi? C'est déjà conserver l'existant pour éviter les déchets et donc éviter un impact carbone. Ensuite, ça va être de revaloriser le patrimoine, de recycler le patrimoine. C'est un véritable enjeu, surtout pour la ville de Paris. Ensuite, c'est également de choisir les matériaux sur notre intervention, comment on va agir sur le projet. Et bien sûr, c'est également végétaliser et réduire la consommation d'énergie. Voilà pour les 5 axes. Alors, l'état des lieux du projet, enfin du bâtiment. Donc en fait, c'est un bâtiment qui a été réhabilité dans les années 80. Donc on peut le lire un peu sur une façade signée voilà, dans des années 80 avec ce vocabulaire très vertical, un peu très très fin. C'est également une insertion, en fait, c'est un bâtiment qui est dans un tissu urbain assez dense, assez résidentiel. Alors vous voyez ici, je ne suis pas sûre de pouvoir le pointer, mais on est dans le quartier Europe à Paris. J'ai la rue Amsterdam que vous voyez là sur la droite et la rue Milan sur la gauche. En termes de façade et d'enveloppe, vous avez à gauche la façade côté rue Amsterdam, qui est une façade assez classique, haussmannienne. Rue de Milan, on retrouve un peu la signature du style années 80, donc qui est pourtant dans un tissu assez résidentiel, la rue de Milan étant légèrement plus étroite. Et enfin, vous avez le cœur d'îlot, voilà, avec toutes ces dalles de céramique très marquées des années 80. On y reviendra tout à l'heure. Alors, déjà notre approche, quand on a abordé ce sujet, on a trouvé 3 bâtiments. Ces 3 bâtiments qui ont été rassemblés dans la réhabilitation des années 80 ont été rassemblés par de nombreux escaliers. Donc la fluidité au sein de ce bâtiment était un petit peu labyrinthique. Donc vous avez d'une part le bâtiment rue de Milan qui a été relié au 50 rue d'Amsterdam, le numéro 2, et enfin le numéro 3, le 52 rue d'Amsterdam. Alors dans notre démarche, on a souhaité déjà rendre ce projet, ce bâtiment plus fluide et le rendre complètement accessible et plus inclusif. Donc vous voyez à gauche l'existant avec tous ces escaliers et ces demi-niveaux. Donc notre démarche, ça a été de déconstruire le bâtiment Milan. Donc vous voyez qu'on perd un niveau. Donc on était prêt vraiment à perdre des mètres carrés pour retrouver plus de fluidité sur l'ensemble des plateaux. Et côté Amsterdam, on a des ascenseurs double entrée pour vraiment avoir un maximum de fluidité. Donc ça a été notre choix vraiment de perdre un niveau, mais en même temps, on a quand même réussi à retrouver 400 mètres carrés de SDP sur le projet. Bon. Ça veut pas, je sais pas, je reviens en arrière. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Non, ça marche pas. Non. Non, c'est bon? Ah, comme ça marche? Ben, si, ça va. Voilà. Voilà. Pardon, donc on va reprendre.
Alors, une fois qu'on a rendu ce bâtiment plus inclusif en travaillant vraiment sur la volumétrie, on l'a pensé aussi en termes de réversibilité. Je pense que notre devoir vraiment en tant qu'architecte, c'est pas seulement d'offrir une réponse à notre client, mais c'est aussi de penser le bâtiment sur du long terme et également par rapport à un quartier et par rapport à la ville. Donc en fait, on a travaillé pour que ce bâtiment soit réversible. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment est réversible ? C'est plusieurs éléments. C'est d'une part travailler sur une circulation verticale compatible avec différents usages, d'avoir une enveloppe qui soit à la fois, qui fonctionne à la fois pour des bureaux ou des logements, et d'avoir une structure qui soit suffisamment flexible. Alors, on s'est amusé un peu à l'agence à dessiner, bon, d'une part les bureaux. Ça, c'était la réponse pour notre maître d'ouvrage. Mais également, on a dessiné ce que vous voyez en jaune, des logements. Donc, on pourrait très bien avoir des étages mixtes ou des étages complètement en résidentiel. Donc, pourquoi on a fait ça ? C'est pas seulement pour s'amuser, hein, c'est aussi pour vraiment fiabiliser notre approche architecturale. Et ça nous a également aidé pour le dialogue avec la ville. Donc, la réversibilité, c'est aussi l'approche de l'enveloppe des façades. Donc, vous voyez ici la façade du projet sur la rue de Milan. Donc, on a souhaité avoir une façade qui vienne s'insérer vraiment avec une écriture contemporaine dans un tissu urbain vraiment très parisien, très dense. Donc, on a travaillé les alignements, vous voyez, avec les bâtiments voisins. On a travaillé la volumétrie, puisqu'on s'aligne même avec l'autre, le fait qu'on soit légèrement moins haut. Et on a une écriture vraiment assez contemporaine, assez léchée, qu'on a voulu assez sobre et élégante dans ce tissu urbain. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'est que finalement, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on ne devine pas forcément qu'on a des bureaux Google derrière. Et ça, c'était notre intention, et c'est également un dialogue, un échange qu'on a eu avec Google, évidemment. Donc, autre exemple de façade réversible, eh bien, c'est tout naturellement les façades haussmanniennes, puisque là aussi, comme on le sait tous, parfois, c'est des bureaux qu'on a derrière ces façades ou des logements. Donc, notre intervention sur la façade de rue d'Amsterdam, a été beaucoup plus light, je dirais. Donc, c'est bien sûr un ravalement de façade, travailler sur les stores, ça c'est très classique. Et on a également conservé les châssis existants. On a fait vraiment un travail d'ébénisterie où on a remplacé uniquement le vitrage pour améliorer la performance thermique. Et ensuite, on est venu travailler sur le socle pour amener un petit peu de porosité urbaine et animer un petit peu la rue. Alors, au niveau du cœur d'îlot, de la façade cœur d'îlot, donc on reconnaît à gauche vraiment cette façade très, on va dire, symbolique des années 80. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des trumeaux qui sont assez larges et on se retrouve vraiment avec les derniers niveaux avec assez peu de lumière finalement. Donc dans notre démarche, toujours dans notre intention de réduire l'impact carbone, ça a été de conserver au maximum la structure, qui ici est en béton. Donc on voulait vraiment éviter des déchets. Donc on a conservé les trumeaux. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Et ça nous a permis notamment d'élargir vraiment tout ce qui est ouverture et fenêtre pour amener de la lumière naturelle dans les espaces et les rendre bien sûr plus agréables pour l'utilisateur. Voilà, c'est ce qui illustre cette photo. Donc vous voyez au niveau des intérieurs, on a des espaces très clairs, très lumineux. Voilà, en même temps, vous avez un peu un zoom sur l'enveloppe où on a renforcé l'enveloppe forcément avec une isolation plus performante et une vêture en pierre naturelle. Alors le deuxième volet de la décarbonation de ce bâtiment, ça a été de valoriser l'existant. C'est vraiment cette notion de recycler le patrimoine. Alors, il faut se remettre dans un contexte. Dans les années 80, la voiture a beaucoup plus de place en ville. Et donc, dans le cadre de cette réhabilitation, ils avaient fait 4 niveaux de parking et on avait 52 places de voitures. Alors aujourd'hui, on n'a plus du tout le même usage. Donc, on n'a conservé que 5 places sur ces 52.
dont notamment 3 pour des véhicules électriques. Et on a plutôt transformé ces espaces pour d'autres usages et services qui sont plus adaptés en fait au mode de travail d'aujourd'hui, au mode de vie. Comme on a une salle fitness, on a une salle de lunch, musique et bien sûr de nombreux parkings pour les mobilités douces. Et par ailleurs, ce qu'on a fait aussi, c'est de valoriser des mètres carrés au niveau -1 avec le restaurant, en appliquant un énorme puits de lumière ici. Et donc on a le restaurant qui se retrouve au -1 et en même temps qui reste quand même lumineux. Alors, revaloriser l'existant, donc c'est revaloriser des espaces, des mètres carrés, mais pas seulement. C'est également une notion d'économie circulaire. Alors, ça passe par plusieurs aspects. D'une part, on a fait tout un référentiel de ce qu'il y avait dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on pouvait conserver? Donc, on a conservé des dalles béton, des faux planchers, bien sûr. Et il y a également, par exemple, des CTA qu'on a revendus parce que, vu la performance thermique du bâtiment, on n'avait plus besoin de ces équipements techniques. Donc, ils ont été revendus. Et ensuite, on a également joué sur les matériaux. Vous voyez par exemple ici les céramiques de la façade qu'on a récupérées, concassées pour ensuite les réinjecter dans le terrazzo sur le site. Voilà, qu'on a utilisé au sol, mais aussi en plan de travail. Donc ça, c'était d'une part sur la conception, mais également pendant le chantier, nous avons été très vigilants sur le tri des déchets et sur toute la valorisation des déchets de chantier. Et on a atteint 93% de valorisation des déchets de chantier. Ce qui n'était pas une mince affaire pendant le chantier avec l'entreprise. Mais voilà, ça s'est fait. Alors ensuite, il y a tous les matériaux qu'on va amener. Donc tout le choix des matériaux, notamment des principes constructifs. Donc avec la partie Milan que vous voyez ici qui a été déconstruite, nous avons choisi de tout reconstruire en bois. C'était pas forcément simple, il faut se remettre dans un contexte. On est en 2019, tous les bureaux d'études et les entreprises n'étaient pas forcément hyper favorables, mais en tout cas on a vraiment pris ce parti pris de reconstruire en bois. Pourquoi ? Parce que notamment par rapport au béton, le bois peut capter par mètre cube de bois jusqu'à près d'1 tonne, ce qui est vraiment énorme, alors que le béton, lui, va émettre environ 400 kg d'équivalent carbone. Donc c'était vraiment important pour nous d'aller dans cette direction. Et par ailleurs, ça a aussi un intérêt en termes de chantier, puisque c'est une filière sèche, de rapidité d'exécution, de chantier propre, etc. Donc on retrouve également le bois dans l'isolation avec la fibre de bois. Et dans ce choix des matériaux biosourcés, on a également choisi en matériaux géosourcés la pierre pour toute la façade Milan. Et on a obtenu une façade perspirante grâce à ces choix. Alors le bois, on le retrouve également dans la cage d'escalier. C'est une chose que vous ne verrez pas tous les jours, je pense, à Paris, notamment depuis que les pompiers ont sorti leur doctrine. Mais on a eu beaucoup d'échanges avec eux et au final, on a réussi à avoir une cage d'escalier entièrement en bois, porteuse. Et on est assez contents et en plus, on a eu des très bons retours des utilisateurs qui apprécient d'utiliser cette cage d'escalier. Donc ça fait partie de notre approche biophilique dans la conception. Et notamment, il y a un côté olfactif aussi. Quand on emprunte ces cages d'escalier, il y a vraiment cette odeur qui est très particulière. Donc le bois, on le retrouve également dans les plafonds. Enfin là, c'est les planchers, c'est véritablement la structure. Alors moi, ce que j'apprécie notamment dans cet espace, c'est que vous avez un plafond où vous n'avez pas de technique. On a réussi, avec une approche qui est quasiment passive, d'éliminer au maximum la technique, ce qui fait qu'on peut vraiment ressentir cette chaleur du bois et d'avoir une ambiance assez chaleureuse. Donc le bois, on le retrouve également sur les panneaux acoustiques en laine de bois au fond. Alors, pour avoir une approche un tout petit peu plus technique, je voulais partager cette coupe, ce détail technique, parce que en fait, il montre 3 challenges que nous avons eus avec le bois.
C'est d'une part au niveau de la vêture de la façade. Là, vous avez de la pierre agrafée sur la structure bois. C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Ensuite, on a les terrasses végétalisées qui ne sont pas accessibles, hein, elles sont entièrement végétalisées. Donc, on a nos 3% de pente avec la structure bois. Et enfin, c'est au niveau des poutres. Ici, des poutres métalliques qui sont encastrées dans les planchers, ce qui fait qu'on a peu de retombées de poutres. On a peu de retombées de poutres parce qu'elle est encastrée et parce qu'elle est en acier également. Donc, dans cette démarche, l'idée, c'était vraiment d'avoir le bon matériau au bon endroit. Donc ça, c'était pour les principes constructifs, mais bien sûr, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tous les choix de matériaux au niveau des intérieurs. On a par exemple des panneaux acoustiques avec du textile recyclé. C'est ce que vous voyez à gauche. Vous avez d'autres panneaux acoustiques ici qui sont faits à partir de 100% faits à partir de bouteilles de plastique recyclées. Donc absolument tous les matériaux qui ont été choisis à l'intérieur sont au minimum A+, ou cradle to cradle. Alors le quatrième volet, c'est, une fois qu'on a fait tout ça, c'est bien sûr la végétalisation. Donc vous vous souvenez de l'existant, on avait un bâtiment assez classique avec toutes ces toitures avec un albédo assez faible, donc des îlots de chaleur, des équipements techniques en toiture. Donc notre démarche, ça a été, comme je l'ai évoqué précédemment, déjà de travailler sur l'enveloppe, d'avoir une enveloppe performante, que ce soit au niveau des façades, des planchers hauts, mais également des planchers bas. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on avait moins besoin de technique. Et le peu de technique dont on avait besoin, on l'a passé au sous-sol -4. Ce qui fait que ça nous a libéré les toitures. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment introduire de la végétation, des terrasses accessibles, des panneaux photovoltaïques, des potagers. Voilà, vous avez par exemple une illustration sur cette image. Vous voyez, quand je parle de végétalisation, je ne parle pas d'un lit de sédum. C'est-à-dire que là, par exemple, on a 30 cm de substrat. Donc on a véritablement un tapis vert. Et voilà. Et sur le toit ici, vous avez même des potagers. Alors, et on a également le mur végétal qui fait 120 m², donc qui vient s'ajouter à 660 m² de terrasses végétalisées et 360 m² de terrasses accessibles. Donc voilà, on n'a vraiment pas lésiné. Et pourtant, alors Sophie l'évoquait tout à l'heure, on a passé ce projet au crible du PLU bioclimatique. Donc on est conforme à peu près sur tous les critères, sauf l'indice de végétalisation du bâti. Donc c'est vous dire si c'est... on était vraiment surpris de ça. D'ailleurs, on l'a évoqué, on a fait des retours à la mairie de Paris. J'ai même eu l'occasion de l'évoquer en direct avec Emmanuel Grégoire. Et ce mode de calcul va être revu. Parce qu'on sent bien que c'est une formule qui est quand même assez difficile à atteindre. Voilà, là vous avez en exemple le potager. Et enfin, le dernier volet, naturellement, c'est la sobriété énergétique. Donc sur ce projet, notamment, on dépasse même les objectifs du plan Paris Climat 2050 avec 71 kWh par mètre carré par an. Alors que, encore une fois, il faut se remettre dans un contexte, on l'a conçu en 2019. Alors, pour atteindre ces performances, ça passe vraiment par plusieurs critères, hein. Il y a d'une part, effectivement, l'isolation, on l'a déjà pas mal évoqué, mais c'est aussi au niveau de la perméabilité à l'air du bâtiment. Donc en réhabilitation, c'est quand même pas une chose très évidente. C'est également avec des températures de consigne, avec l'ajout de sondes et de capteurs un petit peu partout dans le bâtiment. Voilà, et surtout une approche aussi bioclimatique. Donc là, nous sommes sur le brisy de la façade Milan. Et donc, notre idée, c'était de retrouver un petit peu cet esprit atelier avec une grande verrière qui amène beaucoup de lumière, même avec ces brise-soleil, hein. On voit que la lumière, quand même, est très présente. Et on a ajouté ces petits clapets à l'arrière sur la partie supérieure, on va dire, du volume,
car l'air chaud qui devient léger monte et s'extrait naturellement et crée un système de convection d'air à l'intérieur de l'espace. Donc en fait, on a ce système un peu passif de brassage d'air et de ventilation dans cette zone. Alors, le projet donc, a été raccordé sur CPCU et donc actuellement Fraîcheur de Paris, anciennement Climespace. Et notamment, nous avons installé de nombreux panneaux photovoltaïques sur des toitures végétalisées. Donc on est en toiture biosolaire. Donc ces dispositifs, tous les panneaux photovoltaïques donc, qui servent directement le bâtiment, permettent d'avoir 9% d'énergie renouvelable sur la consommation du bâtiment. Et si on ajoute l'énergie renouvelable qui est utilisée sur les réseaux urbains CPCU et surtout Fraîcheur de Paris, on dépasse les 20%. Alors, tout à l'heure, je parlais des sondes et des capteurs qu'on a installés un petit peu partout. Pourquoi on a fait ça? C'est pour alimenter un système de Building Operating System, voilà, que vous voyez à droite ici. Classiquement, on est plutôt sur cette configuration, c'est-à-dire qu'on va avoir des remontées d'informations des équipements techniques sur la GTB du bâtiment et on va réguler un petit peu la consommation du bâtiment avec la GTB. Sur le projet Google, et ça c'est un travail qu'on a fait même avec Google Londres parce qu'ils ont d'autres opérations du même type, on a vraiment fait remonter toutes ces informations, toute cette data pour que ça arrive sur le cloud Google, pour qu'il y ait une gestion encore plus fine vraiment des consommations du bâtiment. Donc ça nous a aidé également à dépasser le plan Paris Climat. Alors, sur un autre aspect technique, c'est un projet qui a été fait en BIM. Donc d'une part sur la phase conception jusqu'à même la partie maintenance. Donc en phase conception, le fait d'avoir vraiment une modélisation très poussée. Donc quand je vous dis très poussée, ça veut dire que même le lecteur de badge, il est modélisé aux dimensions de la fiche technique, quoi. Le fait d'avoir toute cette simulation et ce modèle qui soit vraiment fidèle à la réalisation, ça nous a aidé pour le calcul du carbone, pour simuler des scénarios. Par exemple, en ce moment à l'agence, on travaille avec OneClick, qui nous aide à faire le calcul de l'impact carbone. Ensuite, en chantier, donc nous étions avec Dumez. On a continué de faire le chantier en BIM et nous avons expérimenté avec le soutien de Google le logiciel Bulldots. Alors Bulldots, c'est quoi? C'est un logiciel qui compare d'une part la modélisation 3D, donc des équipes, et d'autre part la réalisation chantier. C'est-à-dire que toutes les semaines, nous avions une personne qui passait partout dans le chantier pour faire un relevé 3D du chantier et qui comparait l'intelligence artificielle, en fait, comparait d'une part le chantier et d'autre part la modélisation 3D pour nous faire des remontées, des alertes, tel percement n'est pas au bon endroit, etc. Donc c'était assez poussé. Et donc tous ces efforts nous ont valu d'obtenir l'anciennement BIM d'or. Hein, aujourd'hui, on dit le grand prix du projet BIM du Tech Show, voilà, pour l'année 2024. Donc tout ça se fut grâce à toute l'équipe qui a vraiment joué le jeu et qui nous a aidé notamment à obtenir ce grand prix et la certification LEED Platinum. Voilà. On arrive à la fin. Peut-être qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de temps. Oui.